L'épisode 10 de l'attaque des Titans, ça va être notre analyse hebdomadaire, comme vous le savez. J'ai énormément d'informations à partager avec vous. Alors effectivement, c'est moins intéressant en ce moment parce que Isayama, dans son histoire, plante le décor. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Il y a tout un tas d'informations importantes pour la suite de l'histoire. Sans plus attendre, écoutez, Eren est un petit peu énervé, il faut lancer la review. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue. Alors c'est pas Krillin aujourd'hui, hein. J'ai le petit point là, Krillin. C'est Reggie, bienvenue pour la review. Comme tous les dimanches, on est là pour discuter ensemble autour de notre animé favori, l'attaque des Titans. Et oui, c'est un épisode un petit peu calme, comme le précédent, l'épisode 9, avec beaucoup de dialogues. Et ça peut être lassant pour certains, surtout que au niveau de la réalisation, du coup, c'est un ton en dessous. On le voit à plusieurs moments. Il y a moins d'efforts sur les personnages, mais bref, ça c'est un détail. Je pense pas que ce soit le passage le plus important du manga. Alors déjà, j'aimerais vous parler du Discord de la chaîne. Dans la description, vous pouvez y accéder et on se retrouve pour parler de SNK, mais aussi autour de l'actu de la chaîne, de toutes les vidéos que je peux vous proposer. Et dans quelques jours, je vais vous proposer la première radio libre sur SNK, à vous la parole. Donc j'espère que vous serez là pour en profiter. Notamment, ça sera sur la fin du manga. Donc les animés Omni, malheureusement, vous ne pourrez pas en profiter. Cet épisode contient beaucoup de dialogues. Effectivement, ça plante le décor, comme je vous l'ai dit, les bases pour la suite, notamment les stratégies. Je vais compléter ça avec ce que j'ai dit la semaine passée, aujourd'hui. Les différentes problématiques, et il y en a beaucoup, c'est très complexe. La personnalité d'Eren, alors là, c'est le sommet de la complexité, parce que Isayama, c'est au compte-gouttes les informations qu'il donne sur ce personnage, et c'est très troublant. Et enfin, les dangers, j'en perds mes mots, les dangers pour la suite. Et il y en a pas mal. Commençons par la stratégie complète. Avec l'épisode 9, j'avais déjà commencé à vous faire un topo, et aujourd'hui, je peux tout vous dire, sans vous spoiler, le plan des 50 ans. Alors, dans le manga, le découpage était différent. Là, ils ont attendu cet épisode pour le faire. Le retard de Paradis est assez important sur le reste du monde, un siècle. Il leur faudra environ 50 ans pour le rattraper, pour être une nation importante. Problème, pendant tout ce laps de temps, ils risquent de se faire attaquer par le reste du monde. Et c'est complètement disproportionné, c'est une petite île contre le monde entier. Une catastrophe. Du coup, comment faire? Ils ont l'option du terrassement avec Sig, qui a le sang royal. C'est une des conditions, vous l'avez compris, pour le déclencher. Et il se servirait en gros du terrassement comme une arme dissuasive. Un petit peu comme l'arme atomique de nos jours. Grand nombre de nations la possèdent, la gardent bien au chaud, en disant « Attention les gars, faut se calmer, sinon on va l'utiliser ». C'est vrai que c'est assez catastrophique comme situation. Dans SNK, c'est un petit peu la même idée. Problème, ici, il va falloir utiliser l'arme. Il va falloir utiliser le terrassement pour convaincre le reste du monde et leur dire voilà, on possède cette possibilité, donc il faut se calmer. Ce qu'il prévoit, c'est d'utiliser quelques titans, par exemple les villes périphériques sur les murs, je crois Shiganshina, c'en est une, libérer ces titans-là qui forment ces villes périphériques, et ça sera suffisant pour causer pas mal de dommages. On va parler de la morale dans quelques instants, mais il y a une situation aussi à prendre en compte. Sig, il ne lui reste que quelques mois à vivre. Donc, il va falloir utiliser quelqu'un d'autre. Il y a Historia, qui est de sang royal, et il va falloir être obligé, ça va être obligé de passer par elle. Soit en la transformant en titan et en lui donnant le bestial, soit en utilisant sa descendance. Et en gros, c'est le plan qui est évoqué dans cet épisode, l'obliger à avoir des enfants et des enfants, comme ça le sang royal ne disparaît pas, la lignée royale est perpétuée, et du coup, si nécessaire, on peut les utiliser pour le terrassement. Mais bien sûr, ce sont des enfants, donc ça ne sera pas possible avant plusieurs années. La solution reste Historia. Et bien sûr, il y a plusieurs soucis de morale là-dedans. Le premier,
c'est qu'il va falloir encore, comme à Revelio, sauf que là c'est un flashback, hein, bien sûr, massacrer des innocents. Et ça, bien évidemment, ça choque ces personnages-là. J'ai une phrase pour vous d'ailleurs. Ce cycle qu'on est en train d'assister, auquel on est en train d'assister dans SNK, la guerre entraîne la violence, qui entraîne la haine, puis la vengeance, et encore plus de guerre. Donc, en employant cette stratégie-là, c'est pas dit aussi que il n'y ait pas des gens qui souhaitent se venger par la suite. En tout cas, l'humain ne peut rester sans agir lorsqu'il se fait attaquer. Dans le droit, cette notion s'appelle la légitime défense. C'est bien connu. Et ici, c'est un petit peu ça parce que Paradis se défend. Euh, Pendant un siècle, ils ont eu aucun contact avec l'extérieur. Tout ce qu'on leur reproche, ça se limite aux fautes de leurs ancêtres. Donc eux, ils sont innocents. Pourtant, ils subissent cette pression-là, cette image très négative, et ils sont contraints d'utiliser cette solution catastrophique. Et c'est une idéologie différente de celle de la lignée royale, souvenez-vous, dans la saison 3, qui est plus dans une passivité, c'est-à-dire d'accepter et subir. C'est-à-dire, voilà, on ne subit pas le péché des ancêtres, comme le disait Frida, mais plutôt on ne va pas contre-attaquer. Voilà, on ne va pas causer plus de morts. C'est ça l'idéologie de la royauté. Et j'ai une question pour vous d'ailleurs. Est-ce que celle-ci n'avait pas imaginé cette situation euh, à son époque, en se disant oui, il y a le risque, et c'est pour ça qu'il se cachait d'ailleurs, il y a le risque qu'on subtilise le titan originel, et du coup qu'on utilise le terrassement à des fins terribles. Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils se sont isolés de la sorte? En tout cas, on a l'impression qu'ils ont jugé plus précieuse la vie de l'ensemble de l'humanité plutôt que de leur sujet. Et c'est vrai que en évaluant le nombre, c'est complètement disproportionné. Dès qu'on compare le nombre des humains dans l'ensemble du monde et cette petite île, c'est vrai que c'est discutable, mais c'est très complexe comme analyse. Vous voyez, il s'agit de vie, de mort, perte humaine, etc. Rien n'est acceptable là-dedans. Mais c'est une situation absurde parce que ils vont être contraints de faire la guerre et de causer ce que craint le plus le reste du monde, le terrassement. Voilà, c'est un petit peu ça. Les pousse à aller dans cette direction-là pour le moment dans l'histoire. Et dans leur raisonnement, ils sont contraints d'aller là-dessus. Et c'est encore une fois, c'est absurde. Nos peurs nous poussent parfois à ce genre d'instant. Et on en parle souvent dans les reviews, hein, la peur humaine qui entraîne des réactions absurdes. Et là, encore une fois, c'est le cas. Alors, un autre aspect moral, c'est la succession des titans, et là, c'est le cas, de perpétrer ce cycle et de forcer Historia à tomber dans cette malédiction des 13 ans, ainsi que sa descendance. Niveau moral, c'est pas terrible. Et elle va être obligée de le faire, parce que Sig, ça va plus être une option pour très longtemps. Donc, encore une fois, on se sert d'être humain comme arme, comme poudre à canon. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'analyse de l'opening de cette saison. C'est un petit peu la même idée. Et Eren refusait cette éventualité. Ça m'emmène à mon prochain point aussi, c'est la morale d'Eren. Au début, on voit un personnage euh, intéressant au niveau des flashbacks, avec un grand sens de la morale. C'est-à-dire qu'il veut absolument éviter qu'Historia soit impliquée là-dedans. Il le dit à un moment dans l'épisode, j'aime bien ce passage, lorsqu'il ouvre son cœur et qu'il dit à ses amis qu'il les aime, et que ça les fait tous rougir. D'ailleurs, la réaction de Mikasa, priceless, hein, la waifu. C'est vrai que il a un sens de la morale très présent, encore une fois, 2 ans avant les événements actuels. Il pense à ses amis, il veut qu'ils vivent longtemps et heureux, mais on voit l'évolution de celui-ci. D'ailleurs, petite anecdote, dans l'ending de SNK, le doubleur Yuki Kaji, qui double Eren, est isolé des autres du reste du casting, dans les crédits. Et c'est un petit peu brisé le quatrième mur ici, c'est-à-dire que comme dans l'animé, Eren fait cavalier seul,
Et dans l'ending, c'est quelque chose qu'on peut voir. Donc j'aime bien ce genre de détails. Et oui, son évolution, on le reconnaît plus, hein, j'ai répété sans cesse. Euh, Sa morale a vacillé parce que il a causé des pertes civiles à Revelio, il a fait un carnage, il a mis en danger ses amis et il a causé la mort de Sacha. Et est-ce qu'il a pensé à la sécurité de ceux qu'il aime, comme il le disait avant? C'est ça qui est troublant. Du coup, il y a une autre question qui se pose. Est-ce que dans son fort intérieur, et je dis pas dans ce que dégage le personnage, mais vraiment dans son cœur, est-ce que, à votre avis, il a vraiment changé, comme le dit Connie à la fin de l'épisode, ou est-ce qu'il continue à penser à ses amis avant le reste? L'auteur, dans toute cette problématique qui est développée ici, nous prive de solutions. La situation est dramatique, on n'a pas de vraie solution. Et c'est volontaire justement pour proposer des choix impossibles et aller dans cette violence et ce drame qui caractérise SNK depuis le début. C'est ça, hein, si on devait expliquer cet animé, de la violence, du drame, et c'est ce que crée cette impossibilité des situations. Aussi, ça ouvre à l'interprétation. Et ça, dans la radio libre que j'ai enregistrée il y a quelques jours à peine avec les abonnés, je l'ai vu, il y a beaucoup d'interprétations différentes. Et c'est ça qui est fort avec ce manga. Chacun aura sa vision des choses, chacun pourra évaluer les personnages à sa façon, chacun pourra évaluer les actions et dire on aurait pu plutôt faire ceci ou cela. C'est ça qui est beau. En tout cas, ça nous amène à réfléchir comme toujours. Et c'est bien parce que pas beaucoup de mangas le font si profondément, réfléchir et même réfléchir sur la vraie vie, notre quotidien et pas simplement une fiction. Alors, l'addition des Azul, avec Kiyomi notamment, elle aussi, on va parler de sa morale. Donc elle représente, je crois que c'est la ministre des Azul, hein, si je dis pas de bêtises, d'après mes souvenirs. Euh, Elle aussi, sa morale, elle craint un peu parce que elle est prête à vendre la sécurité du monde entier, du monde, pour sa cupidité, pour obtenir cette richesse, ces cristaux un petit peu mystérieux. Et c'est ce qui crée le déclic pour ce personnage afin de s'allier avec Sig et les insulaires. Donc là aussi. Cette notion de morale revient souvent dans l'épisode. On a aussi la problématique des origines avec Mikasa. Tiens, un passage que je vais développer parce que je me suis un petit peu reconnu là-dedans. Les racines de l'être humain sont multiples. Alors déjà, on évolue au gré des migrations. Prenez l'exemple dans SNK, cet ancêtre de Azul, ce vaillant combattant qui a migré au sein de Paradis, ça entraîne des origines différentes, notamment pour le cas de Mikasa. Et les nations évoluent, ce ne sont pas des choses qui sont figées. Alors, Mikasa, elle est exposée à cette question sur l'identité, c'est-à-dire qu'elle est différente. Sur Paradis, elle est minoritaire, elle est la seule asiatique dorénavant. Elle est issue d'un clan, les Ackerman, qui a été détesté et persécuté. Elle est issue d'un autre clan, et Azul, qui n'existe même pas sur place, qui est complètement étranger. Donc, où se trouve sa vraie maison? Et ça, je vous avoue que c'est une question à laquelle j'ai été confronté moi-même, parce que moi-même je suis métisse, et je pense beaucoup de gens, de plus en plus de gens, le problème de l'identité au gré des évolutions. Et en fait, dans le fond, c'est simple. C'est-à-dire qu'on reste des êtres humains avant tout. Le reste est éphémère. On a des racines qui nous lient justement à nos ancêtres, mais ça aussi, ça évolue tellement qu'après, ça devient de plus en plus flou au fur et à mesure du temps. Et que dire de ces barrières invisibles, ces frontières invisibles euh, que sont les nations? Ça aussi, à un moment, en analysant l'histoire, on s'en rend compte, à un moment, une nation va exister, puis elle va disparaître, elle va s'agrandir, elle va se séparer. Ce sont des choses auxquelles on accorde beaucoup d'importance à notre époque, mais qui sont éphémères. Et ça crée tout ce trouble autour de l'identité de l'être humain. Surtout, je pense, à notre époque. Bref, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Après Mikasa, je pense qu'elle se sent vraiment paeldienne,
parce qu'elle n'est pas totalement, mais elle se sent insulaire. Ça, c'est une certitude, et on le voit à sa tête lorsque Kiyomi lui propose de rejoindre Azul. Ça la tente pas trop parce que c'est pas son chez elle, même si ce sont ses racines. Mais elle a grandi là, elle a vécu ici, donc bien sûr que c'est sa maison. Et parfois, dans le quotidien, dans la vraie vie, on se sent chez soi nulle part parce que il y a des gens qui vont dire, toi, tes origines, ce sont pas celles de ce pays, tu viens d'ailleurs. Et chez toi, on va te dire, tu as jamais vécu ici, donc c'est pas chez toi. On appartient à quoi, du coup? Bref, très profond cette problématique, mais ça a été abordé rapidement dans l'épisode. Ralentir le tempo, je vous l'ai dit, c'est une technique narrative qu'a utilisée Isayama dans cet épisode et depuis l'épisode 9. C'est très important parce que voyez la narration comme une vague. Ça a des hauts et des bas. Si on n'aurait que des affrontements façon Revelio tout le long, donc ça ne serait plus une vague, ça serait linéaire, ça serait lassant. En tant qu'être humain, on se lasse toujours. Si vous auriez un épisode de SNK par jour, on se lasserait tous. C'est comme ça. Si vous avez plutôt un épisode de SNK par jour, on se lasserait. Du coup, c'est pour cela qu'il y a cette notion de vague, c'est-à-dire qu'on va avoir des moments moins intéressants, donc on est tout en bas, après on va sentir l'intrigue qui monte tout doucement, ah ça commence à être intéressant, on a le summum, tout en haut, et après on redescend, et ainsi de suite. Ça permet d'entretenir le suspense. Je vais parler maintenant de commentaires d'abonnés, comme je le fais à chaque fois. La voix de mort, très intéressant ce qu'il a dit par rapport au précédent épisode. Chacun est libre de ses croyances. Onion Copon qui disait ça. Mais on devrait pouvoir se mettre d'accord sur le fait que s'il y a un créateur, il aime la diversité. Comme le disait ce personnage dans l'épisode précédent, et c'est dommage, à notre époque, on a trop tendance à l'oublier. Ensuite, bravo, t'as trouvé la meilleure chaîne YouTube, un pseudo très original, qui demande pourquoi ces lunettes. Alors oui, il y a de plus en plus de youtubeurs qui le font, je pense, je suis pas le seul. Vous l'avez compris, c'est par souci d'anonymat. J'ai des choses à partager, et c'est pour cela que je suis sur YouTube depuis 10 ans maintenant. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de discret au quotidien. J'aime la tranquillité de ma vie. Et franchement, je sais pas comment ils font. Ces youtubeurs qui ont des millions d'abonnés et qui se baladent dans la rue, ça doit être effroyable. Tu es tout le temps reconnu, tu n'as plus de vie privée en fait. Donc moi, j'ai choisi ce choix, porter des lunettes pour un petit peu limiter les choses. Parce qu'il est vrai qu'à une époque, je ne portais pas ces lunettes-là. Je faisais des vidéos comme ça, à visage découvert, et on m'a reconnu à plusieurs reprises dans la rue. Alors c'est pas désagréable de rencontrer les abonnés, mais le problème, c'est de perdre cette tranquillité, de toujours se poser la question, est-ce qu'on va me reconnaître ou pas? Est-ce qu'on va me reconnaître ou pas? Voilà. Vous avez votre réponse. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne. Maintenant, on va terminer avec les dangers pour la suite. Oui, il y en a quelques-uns. Vu qu'il n'y a pas d'alternative, on l'a compris, Eren agit tout seul. Est-il capable de trahir ses camarades? Et c'est un petit peu ce qui est développé dans cet épisode. Il y a ce doute. Et à un moment, ils se disent même, peut-être il va falloir le tuer. Et oui. Et un autre danger, Sig, qui a trahi ses parents, et Eldia, est-ce qu'il serait capable de trahir Eldia de nouveau? Notamment l'épisode qui se termine dessus, sur son visage, très mystérieux. Que pense ce personnage? Notamment, il est accompagné par cette furie de Yelena. C'est très troublant. Donc voilà les questions pour la suite. On va se quitter là-dessus. Merci Je me suis trompé. Comme d'habitude, je remercie les membres Tipeee. Avant de lancer l'outro quand même, merci à vous, Bat, c'est Thierry et Anonyme. Merci pour votre soutien qui est très important pour la chaîne. Vous avez quelques avantages là-dessus. Et écoutez, je vous dis à très vite pour d'autres contenus, notamment la radio libre qui arrive dans quelques jours. Salut tout le monde, et cette fois-ci, je ne me trompe pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.